On est entouré de milliards et de milliards de microbes très différents. On en connaît une toute petite partie. L'un des objets de recherche le plus important aujourd'hui est de comprendre comment un virus animal se transmet à l'être humain. Ce sont des prédateurs invisibles. Ils sont rares, mais lorsque cela se produit, c'est dévastateur. Au cours des mois passés, 3 virus mortels ont fait trembler les autorités sanitaires mondiales. 3 virus qui ont menacé de se répandre partout sur la planète. The novel coronavirus is a threat to the entire world. China's state-run media says authorities are looking for the source of a new strain of bird flu that has now killed 4 people. Grande panique en Afrique de l'Ouest où on doit faire face depuis plusieurs mois maintenant à une épidémie d'Ebola, un virus extrêmement violent. Ebola, la grippe H7N9, le MERS coronavirus, une infection des voies respiratoires, des pathogènes qui tuent dans 40 à 90% des cas. Des virus mystérieux qui émergent du monde animal et que de simples mutations peuvent transformer en bombes sanitaires, de l'ampleur de la grippe espagnole ou du sida. D'où proviennent ces virus ? Pourquoi émergent-ils soudainement? Que peut-on faire pour s'en protéger? Pour ces scientifiques qui servent de sentinelles, une course contre la montre a commencé. Ce serait complètement irrationnel de croire que ça n'arrivera pas. Il faut prendre cela très sérieusement. Comme toutes les grandes menaces auxquelles l'humanité doit faire face, comme le changement climatique, il faut la comprendre dans les moindres détails. Il s'agit d'organismes vivants, d'agents pathogènes. Et un agent pathogène, c'est imprédictible. C'est juste une question de temps. Et il ne s'agit pas de savoir si ça arrivera, mais quand. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est le centre névralgique de la surveillance de ces virus qui émergent un peu partout sur la planète. Deux cas supplémentaires qui viennent d'être confirmés au Qatar, 2 cas en Arabie Saoudite. À ce jour, cela ferait donc 143 cas. C'est dans cette salle que les équipes chargées de la riposte aux virus émergents communiquent avec leurs correspondants dans le monde entier. En cas de pandémie déclarée, elle fonctionne 24 heures sur 24. Vous pouvez me montrer les derniers cas apparus en Chine, s'il vous plaît? Lorsqu'un virus émergent inquiète l'OMS, comme pour le MERS coronavirus ou le H7N9, la nouvelle grippe aviaire, l'avancée de la maladie est surveillée au cas par cas. Actuellement, on suit tout particulièrement le H7N9 en Chine. Donc là, on a la répartition en Chine. Est-ce qu'on peut zoomer sur les cas de H7N9 en Chine? Cela permet de voir où sont les différents cas. Si on clique sur chacun d'entre eux, les informations le concernant s'affichent. Et si l'on affiche la liste, les cas les plus récents apparaissent. En déplaçant le curseur, on peut voir une autre partie du monde. Donc là, on est passé sur l'Arabie avec le deuxième virus qui nous intéresse tout particulièrement en ce moment, c'est le MERS coronavirus, avec des cas qui ont été notifiés en Arabie et donc une possibilité ici de suivre très précisément sur la carte la localisation géographique des cas lorsqu'ils sont notifiés à l'OMS. La première fois qu'on l'a découvert, c'était en septembre 2012. Et sur les cas qui nous ont été rapportés jusqu'à présent, en fait, pratiquement la moitié des personnes qui ont été infectées par ce virus ont succombé à la maladie. Un nouveau virus, toujours entouré de mystères, pour lequel il n'existe ni traitement ni vaccin, et dont l'origine se trouve en Arabie Saoudite,
là où chaque année des millions de personnes se rendent à la Mecque. Le Hadj est le plus grand rassemblement annuel du monde. Si un malade se trouve parmi les fidèles, le MERS coronavirus pourrait se répandre rapidement et repartir avec les pèlerins dans le monde entier. Peter Daszak parcourt le monde là où ces pathogènes apparaissent pour enquêter sur l'origine de ces virus. C'est son organisation qui a été appelée pour remonter à la source du MERS coronavirus, en Arabie Saoudite. Avec le chercheur Kevin Olival, ils viennent tout juste de publier leur première découverte. 2 espèces sont dans leur ligne de mire. C'est fascinant, le virus du dromadaire est génétiquement quasiment identique au virus humain. Je serais vraiment curieux de comprendre quel rôle les chauves-souris jouent. On sait que le virus se retrouve chez les chauves-souris, on sait qu'il est chez les dromadaires, on pense que les chauves-souris l'ont transmis aux dromadaires il y a une vingtaine d'années, mais est-ce que cette transmission se poursuit? Du coup, est-ce une affaire qui concerne les chauves-souris ou plutôt les dromadaires? Pour le moment, c'est plutôt les dromadaires, non? C'est un peu comme une enquête criminelle. Il faut trouver les indices qui permettent de remonter jusqu'au coupable, à la personne qui tient l'arme du crime. Le problème, c'est que tu remontes perpétuellement dans le temps. Tu arrives toujours après coup. Alors, il faut remonter cette piste jusqu'au tout premier cas, la première personne infectée. Après, il y a ce moment magique. Lorsque tu trouves cette personne qui a eu un contact, ici avec une chauve-souris ou un dromadaire, et là tu te dis « Waouh, c'est lui ». C'est comme ça, en ayant ce comportement à risque, que le virus est passé à l'homme. Ça peut empirer? Il y a un risque de pandémie? Ça pourrait être beaucoup plus étendu que ce qu'on imaginait. Une pandémie mondiale n'est pour l'heure qu'une hypothèse pour le MERS coronavirus. Elle fait écho à la terreur qu'ont toujours suscité les épidémies. La peste noire a décapité plus de la moitié de la population européenne au XIVe siècle. Elle a fait des dizaines de millions de victimes au cours de l'histoire. En 1918, la grippe espagnole a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Au total, 1/3 de la population de la planète a été contaminée. Depuis, d'extraordinaires efforts ont été accomplis. Le développement des conditions d'hygiène, les vaccinations, l'utilisation des antibiotiques ont permis une diminution phénoménale du nombre de victimes. Mais dans les années 80, un nouveau virus rappelle au monde qu'il n'est pas à l'abri. Do you know where this disease comes from? We're really not sure at this point where it comes from. The general feeling seems to be it's a virus, but we're not sure of the origin yet. Le sarcome de Kaposi. Tel est le terme savant d'une forme de cancer qui s'était déjà manifestée en Afrique et qui frappe maintenant en Occident. Une particularité, elle n'a pas mal mystérieux fait trembler les États-Unis. La progression de la maladie. Le sida a tué plus de 36 millions de personnes. En 30 ans, le virus a fait le tour du monde, a changé nos comportements, nos croyances. Le sida continue à tenir en échec le monde médical, qui croyait en avoir fini avec les épidémies et qui n'a pas su anticiper sa progression. Désormais, chaque émergence de nouveaux virus est prise très au sérieux. La grande différence entre le VIH et des virus comme le MERS ou le H7N9 est leur stade d'avancement. Le VIH a d'abord émergé dans des villages reculés d'Afrique centrale. Puis il a pris pied en ville, il s'est ensuite mis à prendre l'avion et à faire le tour du monde. Ce qu'on voit actuellement avec le MERS ou le H7N9 est la toute première étape de cet enchaînement. Peter Daszak pointe du doigt l'augmentation de ces nouveaux virus issus du monde animal. Pour lui, certaines espèces et surtout certaines zones de la planète sont particulièrement à risque.
Ça se passe surtout là où les populations sont les plus denses et lorsque l'on bouleverse l'environnement d'une manière qui favorise le passage des virus animaux à l'homme. Comme par exemple avec l'agriculture intensive, la déforestation ou bien l'ouverture de nouvelles routes dans des endroits reculés. Voilà ce qui fait émerger des maladies nouvelles. Tous les endroits où les populations humaines grossissent très rapidement font partie de ces points chauds. L'Afrique centrale est l'un de ces points chauds. On y trouve les réservoirs des filovirus, probablement les plus effrayants de la planète, Ebola ou Marburg, qui provoquent des fièvres hémorragiques. Gaël Maganga, chercheur au CIRMF, l'institut de recherche le plus en pointe d'Afrique noire, dirige aujourd'hui une mission de capture dans le sud du Gabon, au cœur des forêts primaires. Voilà votre cadeau, docteur. Oh, mais celle-là, elle est là depuis. Et puis, non. On la tient avec les gants. Avec les gants, j'avais peur du virus Ebola. Ici, il n'y a pas le virus Ebola. C'est ça qu'on va justement essayer de chercher. Il faut éviter tout contact avec les déjections ou tout produit de sécrétion ou d'excrétion. Et même avec tous les supports potentiellement contaminés. Il y a eu des cas de contamination de chercheurs, mais c'était surtout des spéléologues donc, qui allaient dans des grottes. Et même il y a eu des cas de contamination pour le virus Marburg. Donc toujours de spéléologues, des gens qui allaient en visite, même des touristes qui rentraient dans les grottes et qui au sortir de là étaient infectés, quoi. Il y en a qui se sont fait griffer par des chauves-souris. Bon, donc tu disais que la sortie c'est là, hein? La sortie principale c'est ici. D'accord. Donc si on doit poser le filet, essayer de couvrir tout le long là. Non mais après elles peuvent accéder à la... Le principe, bloquer l'entrée avec un filet. Puis ils devront pénétrer eux-mêmes dans la grotte pour forcer les chauves-souris à sortir en direction de leur piège. Là, nous sommes dans les entrailles de la grotte. Ouais. C'est assez impressionnant. Poulet là. Toujours bien observer là-bas où on pose le pied. Il y a vraiment une faune importante dans cette grotte, quoi. Entre les insectes, les crabes, les poissons, les chauves-souris. Ah oui, là c'est des centaines quand même. C'est vraiment le milieu idéal pour la transmission de virus ou d'autres agents entre les espèces, quoi. Écosystème fermé, peu de renouvellement d'air, proximité entre les espèces, c'est les conditions rêvées pour la transmission des virus. Il y en a qui se prennent. Hein? Oui. Une vient de se prendre en bas là. Oui, oui. C'est important de venir jusqu'ici parce qu'on sait que dans ces grottes, il y a des espèces de chauves-souris qui sont connues pour être des réservoirs de virus qu'on a déjà identifiés au Gabon. Donc c'est quand même important de faire ce travail de surveillance virologique de ces espèces réservoirs pour justement avoir une connaissance réelle de tous les agents qui circulent afin de pouvoir sensibiliser les populations rurales environnantes au risque réel qu'il y a de manipuler, de chasser et surtout de consommer ces animaux. Surtout chasser et manipuler. Il n'y a pas de gants ici. Avant d'en arriver là et de cibler la chauve-souris comme réservoir du virus Ebola, il a fallu plus de 20 ans d'enquête aux équipes du CIRMF du Gabon. Et au début, les primates étaient les suspects principaux. 1996, donc c'est la deuxième épidémie d'Ebola.
Ce sont des enfants en fait, qui avaient trouvé une carcasse de chimpanzé dans la forêt. Et ces enfants voulaient montrer aux adultes du village qu'ils avaient été capables de tuer un chimpanzé. Donc en fait, ils ont fait mine de croire aux adultes du village qu'ils avaient tué le chimpanzé. Donc ils sont tous revenus avec, ils l'ont dépecé. Et évidemment, tous les enfants qui ont participé au transport et au dépeçage du chimpanzé ont été contaminés par le virus et sont quasiment tous décédés. Et c'est là que l'aventure Ebola, entre guillemets, a commencé pour le CIAMF et pour le Gabon. Depuis lors, les épidémies d'Ebola se sont succédées en Afrique. Dans les années 2000, la République démocratique du Congo est particulièrement atteinte. Hautement contagieux, Ebola provoque des hémorragies foudroyantes et tue dans 90% des cas. Le virus apparaît et disparaît de façon mystérieuse, la plupart du temps dans des villages reculés, au cœur de la forêt. À chaque attaque, les équipes sanitaires sont accompagnées de scientifiques, dont ceux du CIAMF, qui interviennent pour tester les animaux de la forêt proche des villages touchés, en espérant faire une découverte décisive. Pour enquêter sur Ebola au plus près du terrain, ce laboratoire P4 a été inauguré en 1997. Il n'en existe qu'une trentaine dans le monde. Totalement hermétiques, constitués de plusieurs sas de décontamination, ils offrent un niveau de sécurité biologique ultime. Ce sont tous les prélèvements qui viennent de patients suspects de maladies potentiellement très dangereuses. En général, on travaille essentiellement sur les prélèvements de patients suspectés de fièvre hémorragique. Au terme de 10 ans d'enquête, les équipes du CIAMF ont fini par identifier les premiers la présence d'Ebola chez 4 espèces de chauves-souris du Gabon. Comme de nombreux chercheurs, les scientifiques travaillent désormais sur l'ensemble des autres virus qu'elles hébergent. En général, les virus ont des sites de réplication différents. Donc il y en a qui se répliquent au niveau du système nerveux, qui vont être transmis par exemple par la salive. Il y en a qui vont se répliquer au niveau du foie et de la rate. Il y en a qui vont se répliquer au niveau de l'intestin. Donc en fonction des agents pathogènes qu'on souhaite rechercher ou qu'on veut rechercher, on diversifie aussi les différents organes en privilégiant le tropisme. Les chauves-souris sont clairement le réservoir d'un grand nombre de nouveaux virus. Les gens ne se rendent pas compte qu'elles représentent 1/5 des mammifères du globe. Elles vivent la nuit, on ne les voit pas vraiment, on ne sait pas combien elles sont, mais il y en a une variété immense, sous les tropiques notamment. Et chaque espèce de chauve-souris a son lot de virus spécifiques. Pas moins de 300 000 virus resteraient à découvrir selon Peter Daszak. Pour commencer à les dénombrer et tenter de les prévoir, il a obtenu le soutien du gouvernement américain. 75 millions de dollars. Ces équipes collectent des échantillons de virus dans le monde entier. Ils les envoient ici, à l'université de Columbia, en plein New York. Salut Peter. Qu'est-ce que vous faites ? Alors là, ce sont des échantillons qui proviennent du projet au Brésil. Génial, ils sont arrivés. Oui, des milliers. Vous avez découvert de nouveaux virus cette semaine? Oui. Nous avons trouvé un nouveau virus de grippe chez des chauves-souris de Bolivie. Vraiment génial. Et c'est le premier virus de grippe du projet, je crois. Chez des chauves-souris? Oui, des chauves-souris. Nous avons aussi découvert un nouveau rétrovirus, proche du VIH, chez les singes dorés, et c'est super cool ça aussi. D'Afrique? Oui, d'Afrique.
La prochaine pandémie mondiale pourrait se trouver dans ce réfrigérateur, en effet. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que nous nous focalisons sur des pays que nous considérons à risque et sur des espèces que nous considérons aussi à risque. Alors, parmi tous ces échantillons, il se peut tout à fait qu'il y ait là la prochaine pandémie. Je voyage énormément. Si je serre la main à 10 personnes, qui ont elles-mêmes serré la main d'une dizaine de personnes, alors c'est comme si j'avais moi-même serré la main d'une centaine de personnes. Quelle est la probabilité pour que l'une de ces personnes ait une grippe ou une forme de diarrhée que je n'ai pas du tout envie d'attraper? Elle est très élevée. Le patron de ce laboratoire, le professeur Jan Lipkin, est une star mondiale de la virologie. Il est passé maître dans l'identification génétique de nouveaux virus. En 11 ans, son laboratoire en a découvert plus de 400. C'est avec lui que Peter Daszak a fait équipe pour étudier les chauves-souris porteuses du MERS coronavirus. Si le MERS vient bien des chauves-souris, on devrait étudier leur système immunitaire. On a vérifié la répartition d'une espèce particulière. Il y en a jusqu'en Australie. Et là-bas, ils ont la plus importante population de dromadaires au monde, en dehors du Moyen-Orient. Ils sont en train de les tester en ce moment pour voir s'ils sont infectés. Très bien. Nous, en ce moment, on étudie les rats de New York. Ah oui, quelqu'un m'en a parlé. Les rats de New York, c'est très amusant. Qui les attrape pour vous? On a déjà terminé cette étape. Quand des gens meurent et qu'un virus se propage dans le monde entier, cela veut dire qu'une transmission interhumaine s'est mise en place. Forcément, on s'inquiète d'un risque de pandémie. Pour le stopper, il faut comprendre si la source animale continue d'infecter les hommes, ou bien si le virus est déjà dans une phase où l'infection interhumaine est complètement établie. Les questions les plus importantes autour de ce virus restent posées. Comment rend-il malade? Pourquoi certaines personnes sont plus susceptibles d'être infectées que d'autres? Que faudrait-il pour que ce virus se transmette beaucoup mieux entre êtres humains? Ces questions-là vont bien au-delà du travail que Peter Daszak et moi-même réalisons. La transmission d'homme à homme. Le signal qu'une maladie émergente, au départ animale, est en train de devenir contagieuse entre hommes. Le signal qu'elle est capable de causer une catastrophe mondiale. Comme un autre coronavirus, le SRAS, qui en 2003 avait terrifié le monde. Le plus frappant était l'impact à Pékin. Il n'y avait absolument personne dans l'avion qui nous amenait du Japon, à part mon collègue et une autre personne. Les rues étaient désertes. Les gens désespérés, car ils pensaient qu'ils étaient en train de mourir ou bien qu'ils avaient contaminé leurs proches. Il n'y avait aucun traitement fiable et aucun moyen réel de se protéger. C'était horrible. Ça faisait penser à ce qu'on peut lire sur la peste. On se serait cru revenu au Moyen-Âge. Ça y ressemblait vraiment. Le SRAS s'est avéré particulièrement sévère à Hong Kong, où il s'est initialement déclaré. Le professeur Malik Peiris est devenu mondialement connu lorsqu'à l'époque, son laboratoire est le premier à isoler le virus du SRAS. C'est l'hôtel Métropole là-bas. C'est là qu'a séjourné le premier homme infecté par le SRAS à Hong Kong. Il n'est resté qu'une seule nuit au 9e étage de l'hôtel. Cela lui a suffi pour contaminer 15 autres personnes qui sont reparties dans des directions différentes. Certaines à Singapour, d'autres au Canada, aux États-Unis ou au Vietnam. Partout, ces personnes ont été à l'origine de flambées de SRAS. Ici, c'était vraiment l'épicentre d'une épidémie mondiale. Quand ça s'est terminé, 8000 personnes avaient été infectées. 800 d'entre elles étaient mortes.
En 2003, le SRAS a traumatisé Hong Kong. Alors, lorsque ce jour-là, le nouveau virus de grippe aviaire, le H7N9, qui alarme tant l'OMS, frappe la péninsule pour la seconde fois, la nouvelle est prise très au sérieux. C'est le deuxième cas humain de H7N9, déclaré à Hong Kong. Nous poursuivons notre investigation épidémiologique pour comprendre comment le patient a pu être exposé à de la volaille. En quelques heures, le gouvernement relève son niveau d'alerte. Les 2 malades sont en soins intensifs dans les hôpitaux de la ville. L'un d'eux décède 20 jours plus tard. Les lieux où ils ont séjourné sont minutieusement désinfectés. Toutes les personnes de leur entourage sont isolées, parfois sous bonne garde, en quarantaine stricte. Et pourtant, le virus ne s'est toujours pas montré capable de se transmettre entre êtres humains. Il semble que ce virus H7N9 soit beaucoup mieux adapté au système respiratoire humain que n'importe quel virus de la grippe, y compris le H5N1. Mais il se transmet très mal par voie aérienne, par rapport à une grippe saisonnière ou celui de la pandémie H1N1, par exemple, qui sont, elles, très efficaces. Il a fait beaucoup de chemin déjà, mais il n'y est pas encore arrivé. Cependant, avec le temps, le H7N9 pourrait y parvenir. La crainte des autorités sanitaires est que le H7N9 se combine justement durant l'hiver avec la grippe saisonnière et ainsi devienne contagieux entre hommes. Mais comment et où cette recombinaison se produirait-elle? C'est peut-être à quelques kilomètres de là, en Chine continentale, que se trouve la clé de l'émergence des grippes H7N9 et avant elle, H5N1. Pour qu'un virus vienne jusqu'à nous, il faut une interface, un passeur. Pour les grippes, les oiseaux sauvages en sont le réservoir, mais ce sont bien les volailles qui font office de transmetteurs. La Chine est le plus grand producteur de volailles au monde, mais 2 autres caractéristiques s'y ajoutent, comme l'existence d'immenses marchés de volailles vivantes. Chickens, any ducks? Oh, this is a big market. It's very big. C'est un grand marché, vraiment grand. Peter Daszak est venu à Lipou, dans le sud du pays, pour tenter de comprendre. C'est très intéressant, ce n'est clairement jamais nettoyé. Il y a constamment de nouvelles volailles qui arrivent. S'il y a un virus, il a toutes les chances d'infecter les suivantes. Personne ne nettoie, c'est clair. C'est incroyable. Il y a des cadavres là-bas. J'ai vu des poules mortes à l'extérieur. Personne n'a pu me dire ce qu'elles avaient eu. Et personne n'a fait de test sur ces carcasses. J'imagine qu'elles ne sont pas consommées. Aucune hygiène. En même temps, c'est tellement typique des marchés chinois. Si un de ces animaux était infecté, il y a de grandes chances pour que le virus reste vivant ici. Et il y a des gens qui restent là toute la journée. Ils mangent ici, ils sont exposés à tout ce dont ces volatiles sont porteurs. C'est l'exposition maximale aux grippes aviaires et aux autres pathogènes. Mais pour Peter Daszak, le risque ne se limite pas à ces marchés d'animaux vivants.
Il vient avant tout du mode d'élevage lui-même. Des volailles laissées en liberté la journée et rentrées quasiment dans les habitations la nuit. C'est cette promiscuité qui permet aux virus de la grippe de passer de leur réservoir, les oiseaux sauvages, à l'homme, et de franchir ainsi la barrière des espèces. J'en avais entendu parler. Je connaissais l'existence de ces fermes, bien sûr. Mais je n'avais jamais réalisé à quel point ces élevages en plein air s'étendaient comme ça, aussi loin dans la nature. Les poules sont complètement mélangées avec les oiseaux sauvages et les autres animaux. Il y en a à perte de vue. D'un point de vue viral, c'est idéal. C'est parfait pour une contagion. Ni hao. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Est-ce que la grippe aviaire vous inquiète? Ce serait idiot de dire que je ne suis pas inquiet. Bien sûr que je le suis, mais on essaie de prendre toutes les précautions. Vous faites des tests? Oui, ils ont été vaccinés quand ils étaient jeunes. Contre quelle grippe aviaire ont-ils été vaccinés? Ça, je n'en sais vraiment rien. Ce sont les vétérinaires qui s'en chargent. C'est le grand problème des grippes aviaires. On est toujours en retard. Chaque année, il y a une nouvelle souche qui émerge. Il y a eu le H5N1, on a développé un vaccin, la Chine a vacciné. Et puis, c'est le H7N9 qui émerge et ça continue. Chaque année, il y a une nouvelle souche. C'est très problématique. Je sens qu'on va avoir un problème. C'est très difficile d'attraper une poule. C'est connu, ça. Alors, je prélève-vous. Voilà. C'est fait. Nous cherchons à localiser les points chauds comme celui-ci en Chine, mais aussi à travers tout le sud-est asiatique. On veut savoir où la recombinaison entre virus peut avoir lieu. Quels sont les endroits les plus à risque et qu'est-ce qui favorise ce risque? Nous avons découvert par exemple que la taille des exploitations entre en jeu, mais aussi que la structure de ces fermes compte beaucoup. C'est précisément dans ces endroits que nous faisons nos prélèvements pour découvrir la prochaine souche de grippe. A very important development on bioterrorism to tell you about. Researchers have created a form of the deadly bird flu virus that can easily spread from person to person. There is growing concern that if terrorists got their hands on this information, they could create a virus that could kill millions of people around the world. Dans les laboratoires du monde entier, une course contre la montre a commencé pour lutter contre ces virus émergents. Parfois avec des méthodes controversées. Quelque part dans cet hôpital hollandais, des chercheurs ont fabriqué fin 2011 un virus mutant de H5N1. Ce qu'on redoute que la nature fasse toute seule, que le virus change et devienne contagieux, ils l'ont fait ici, en laboratoire. Ils s'apprêtent à faire de même en ce moment pour le H7N9, le nouveau virus de grippe aviaire. Alors ici, vous avez dans ces compartiments des boîtes qui contiennent des ampoules. Et à l'intérieur de chacune d'elles, il y a des virus. Mais ceux qui sont dangereux pour les hommes ou les animaux, on ne les conserve pas ici.
Je peux vous montrer aussi dans ces pièces à moins 20 degrés les boîtes qu'on garde. Alors ici, dans chacune de ces fioles, il y a du plasma. Ça permet de faire de l'archéologie des virus. Par exemple, pour quelqu'un né en 1857, vous retrouverez dans son sang les anticorps des virus qui circulaient en 1857. Et où conservez-vous les souches que vous avez fabriquées? Ah, le H5N1. Je ne vais certainement pas vous le dire. Si des gens voulaient s'emparer de ce virus, ils rêveraient d'avoir des renseignements pour le localiser. Alors si je vous le dis, vous le diffuserez dans votre programme et nous ne voulons évidemment pas les aider à mettre la main dessus. S'il est interdit de s'approcher des souches mutantes ou des laboratoires où ont lieu les expériences, et notamment celles réalisées sur des furets, l'animal qui sert de modèle, il est possible de rencontrer les hommes qui y travaillent. Dans la dernière publication, la transmission du H7N9 semble encore limitée. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive? C'est très limité encore, oui. Si tu devais faire une prédiction, tu dirais que vous y arriverez quand? Dans un an? Un an peut-être. Tu te souviens des premiers temps avec le H5N1? Tu avais travaillé dessus, non? Bien sûr, nous étions 3 autour de l'ordinateur à attendre les résultats. Lorsqu'ils sont apparus, on a immédiatement appelé le patron. On lui a dit « Ça y est, les résultats sont positifs, le H5 se transmet ». On s'est dit « Si ce truc s'échappe du labo, on va avoir un gros problème ». Oui, mais il en est hors de question. Bien sûr, c'est impossible. Ce virus que nous avons développé nous permet de tester les antiviraux actuels pour savoir s'ils seraient efficaces face à lui, avec l'espoir de pouvoir soigner les populations si ça se produisait. On fait ce genre de test grâce au virus mutant. Serions-nous capables de le tuer dans l'œuf si ça arrivait, ou au moins serions-nous capables de produire des vaccins en masse? Voilà ce que nous faisons comme recherche. Bien entendu, nous avons été critiqués et il faut être conscient que ce type de recherche soulève des critiques et que ça peut être dangereux si ce n'est pas fait dans les règles. Mais le risque que n'importe quel bioterroriste s'empare des résultats, qu'il reproduise notre virus en utilisant notre système, ce risque est nul. Il est impossible de refaire ces expériences si vous n'êtes pas virologue. En revanche, le bénéfice de ces recherches peut être immense et nous avons une obligation morale envers le monde entier de continuer. Ces arguments n'ont pas convaincu. De nombreux scientifiques se sont même mobilisés pour que cessent ces recherches. Un moratoire imposé sur ces travaux a fini par être levé par l'OMS l'an dernier. Ce que regrette Patrick Berch, spécialiste du risque bioterroriste. Moi, je suis extrêmement opposé à ce type d'expérience. C'est vraiment jouer aux apprentis sorciers. Pourquoi rendre ultra contagieux un virus qui ne l'est pas et qui n'y arrive pas? S'il y avait un accident, un mort simplement dans un laboratoire, que dirait-on des chercheurs qui ont créé, à l'instar de Frankenstein, un monstre qui peut éventuellement entraîner une pandémie? C'est incompréhensible. Il y a eu des accidents avec le SRAS dans des laboratoires chinois. Donc les accidents dans les laboratoires de haute sécurité sont nombreux. On en dénombre près de 450 depuis 20 ou 30 ans. The World Health Organization is furiously working to contain an outbreak of the dreaded Ebola virus that's now spread to at least 3 and possibly 4 West African countries. Alors que le MERS coronavirus et le H7N9 sont toujours sous surveillance, c'est un autre virus qui prend l'OMS par surprise.
Une nouvelle souche d'Ebola, passée inaperçue depuis décembre 2013, est en train de créer la panique dans tout l'Ouest africain et jusqu'au Canada. Plusieurs fois par jour, une cellule de crise se réunit. Le docteur Stéphane Hugonnet vient faire son compte-rendu. Il rentre tout juste de Guinée-Conakry, où l'épidémie a démarré. Keiji Fukuda, sous-directeur général de l'OMS, assiste en personne à la réunion. Concernant le contrôle de l'épidémie, les besoins sont immenses, à tout point de vue. Le message principal est donc, l'épidémie se poursuit, des cas vont continuer à faire leur apparition partout dans le pays et aussi dans les pays voisins. Ça touche pratiquement tout le pays. Conakry se trouve à l'ouest, la Guinée forestière se trouve à l'est, donc c'est, je ne sais pas, plus de 1000 km touchés. C'est une épidémie internationale, avec le Libéria touché, et puis il y a des cas en capitale. Donc c'est vraiment, ça demande des ressources extraordinaires pour essayer de comprendre et de maîtriser cette épidémie. Peut-être on va faire le tour de qui est en ligne encore. Mali, Libéria, Sierra Leone et Cap-Vert. Est-ce que le collègue de la Guinée est en ligne? Oui, je confirme que Yesté est en ligne. Une seule transmission d'une chauve-souris à l'homme semble être à l'origine de cette nouvelle flambée d'Ebola qui a atteint Conakry, la capitale. C'est la première fois que des cas de transmission, déjà des dizaines, ont lieu dans une mégalopole de plusieurs millions d'habitants. Sur place, l'OMS pilote les activités de dizaines d'experts arrivés en urgence, dont Jean-Claude Manuguera de l'Institut Pasteur. Il faut aller vite parce que l'épidémie peut s'emballer. On voit un exemple. Si on a une personne qui a 10 contacts, ces 10 contacts deviennent malades, ces 10 contacts ont chacun 10 contacts, ça fait 100 contacts à suivre. Si 100 contacts tombent malades, chacun a 10 contacts, il faudra 1000 personnes à suivre. Et donc très vite, le suivi des contacts devient pratiquement impossible. Or, on sait bien que le suivi des contacts, c'est important parce que c'est ceux qui sont à risque d'avoir attrapé la maladie. Il faut le faire vite parce que sinon, vous voyez, c'est une espèce de réaction, de réaction en chaîne qui peut très vite déborder le système. À Conakry, l'organisation Médecins sans frontières a construit un centre séparé du reste de l'hôpital, le village Ebola. Vous appelez si vous avez besoin d'aide. Hein. Véro, je reste ici. Véro. Sans vaccin, sans remède, les médecins se contentent de soulager au mieux les malades et d'accompagner les mourants. Il s'agit aussi d'isoler par une quarantaine stricte tous ceux pour lesquels une simple suspicion d'Ebola existe. Des prélèvements sont réalisés sur chacun d'eux. Dans cette pochette, le sang d'un malade pour lequel le diagnostic va être posé. À quelques dizaines de mètres du village Ebola, Jean-Claude Manuguera supervise ses analyses dans un laboratoire de niveau P4, improvisé sur place. La seule manière pour ces chercheurs de se protéger du virus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie du prélèvement où il y a du virus infectieux et une partie va être utilisée pour faire des analyses et on va l'inactiver avant de le ressortir. Comme ça, après, on peut travailler en dehors de la boîte à gants. Ah, t'as fini? Ouais. C'est un test relativement sophistiqué mais qui a une interprétation extrêmement simple, avec un résultat qui se lit extrêmement facilement. Vous voyez ici deux échantillons jaunes bien fluorescents qui marquent la présence spécifique de traces de virus Ebola.
En fait, on est toujours inquiet quand on ne connaît pas comment les choses vont se dérouler. A posteriori, c'est toujours facile de dire, finalement, il y a moins de 200 cas et moins de 100 morts. Donc, finalement, ce n'était pas si important que ça. C'est important pour ceux à qui c'est arrivé. Et puis, on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Imaginez une épidémie qui se propage dans toute une capitale et ensuite à d'autres capitales. Donc ça, c'est un peu le scénario catastrophe qui ne s'est heureusement pas produit parce que probablement la situation ne s'y prêtait pas. Peut-être aussi avec l'intervention des moyens de riposte qui a groupé la communauté internationale. Et donc, c'est probablement aussi, on ne sait pas ce qui serait arrivé si on n'avait rien fait. Après une accalmie au printemps, l'épidémie d'Ebola a repris au mois de juin, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Une poignée de miraculés, dont Oularé Bakari, s'en est sorti indemne. Ça fait mal. Ce n'était pas du tout facile. Je vois les cadavres. Donc, j'ai commencé à poser des questions. Je dis, les malades là sont venus depuis quand? Et est-ce qu'ils étaient venus comme moi? Vraiment, j'étais inquiet, très très inquiet. Donc, pour moi, j'allais mourir. C'était fini pour moi. Et un autre malade qui se baignait, il a le sang, ils y perdaient le sang. Ils faisaient la diarrhée sur place, ils vomissaient, je les voyais vomir du sang. On faisait sauter un corps et puis on venait les prendre pour les enterrements. Donc moi aussi, j'attendais mon jour. J'attendais mon jour. Donc pour moi, c'était la fin. Mais quand ils ont fait les premiers tests chez moi, les deuxièmes tests chez moi, et puis ils sont venus me dire que c'est négatif, j'étais vraiment content. Je dis, je n'ai plus la maladie ici. Je dis, oui. Je n'ai plus la maladie ici. Je dis, je suis sauvé. C'est comme ça, je dis, je suis sauvé. Une seule chauve-souris à l'origine de cette nouvelle flambée d'Ebola. Des volailles qui transmettent une nouvelle grippe aviaire. À nouveau des chauves-souris derrière l'émergence du MERS coronavirus. Tous ces virus émergents ont un point commun, le monde animal. Ce constat a fait naître un nouveau paradigme scientifique, One Health, une santé commune. L'idée d'une interdépendance entre notre santé et celle de la faune sauvage. Partout dans le monde, les scientifiques enquêtent sur ce lien qui éclaire d'un jour nouveau les dégradations de l'environnement. Au nord de la Thaïlande, d'autres chercheurs ont ciblé spécifiquement une de ces régions où l'environnement a été récemment bouleversé, pour mener une de ces études One Health. Serge Morand, du CNRS, y étudie les rats, un autre de ces grands réservoirs à virus. Where is come from forest. Okay, so maybe it's a Rattus andanamensis. Donc ça, c'est un rat qui fait partie du complexe très proche du rat noir, du Rattus ratus, le rat de la peste. Généralement, ils les chassent pour eux, parce qu'ils les mangent. Donc on peut faire du rat grillé, ou on peut faire le rat en soupe, et qui n'est pas trop mauvais. Ici, l'agriculture a pris le pas sur les forêts, entraînant la disparition de nombreuses espèces de rats, et avec eux, de nombreux virus et pathogènes. Et pourtant, dans ces villages, de nouvelles maladies ont fait leur apparition. Pour comprendre ce paradoxe, des virologues, des vétérinaires, des médecins, des scientifiques venus d'horizons divers travaillent main dans la main. OK. First line, hein? Ils viennent de trouver quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore vu. Donc il a fallu que Jamel, qui vient de Tunisie, commence à ouvrir un des rongeurs de Thaïlande pour trouver quelque chose qu'on n'avait encore pas vu jusqu'à présent. L'augmentation de l'agriculture s'accompagne peut-être d'une réduction de la diversité de ces pathogènes, mais ces microbes qui restent augmentent en prévalence chez les rongeurs. Donc oui, il peut y avoir des risques plus importants pour les humains parce que ça va circuler dans cet environnement, parce que ça va passer sur des puces, ça va passer sur des tiques, ça va passer sur des acariens, et donc avec une possibilité d'infection pour les humains.
Ces 50 dernières années, la menace des épidémies a toujours été pensée dans les mêmes termes. Le nombre de personnes qui pourraient être infectées, les médicaments qui pourraient être utilisés, les vaccins. L'approche de One Health tente de faire la synthèse. On part du principe que pour arrêter l'émergence de nouvelles maladies, il faut arrêter les pratiques qui bouleversent l'environnement. Je crois qu'on n'a jamais su autant de choses, justement, sur ces agents pathogènes. On connaît leur séquence complète, on sait leur taux de mutation, on sait beaucoup de choses. Mais on ne peut pas prédire à quel endroit arriveront ces mutations. Et donc on est devant ce dilemme d'essayer de prévoir, c'est ce qu'on nous demande, et en sachant que la nature a beaucoup plus d'ingéniosité que les hommes. Alors, faites bien ébouillanter comme ça. Je pense que les ectoparasites ne doivent pas être bien vivants. Ok. Hot, run. C'est très bon, c'est très bien cuit. Ils l'ont lavé avec une herbe. Ça a permis d'enlever un peu le goût du rat.